démarrage. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, nous sommes réunis ce matin pour l'heure qui nous attend dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle qui se déroule du 7 au 18 octobre sur l'ensemble du territoire avec différents partenaires, puisqu'il y a bien sûr, pour ce qui nous concerne, APEC, Avenir Actif, la Guyane, Antea Roche, RH Corse et Axis Martinique. Plusieurs acteurs pour cette semaine de l'évolution professionnelle. On va vous poser dans un premier temps tout simplement les quelques règles et consignes pour se dérouler, pour que ça se passe dans les meilleures conditions et que tout le monde puisse partager, mais aussi participer sur l'ensemble de la thématique. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat qui se trouve sur votre droite pour tout au long du déroulé. Pour autant, nous traiterons l'ensemble des questions qui seront sûrement sur des thématiques assez similaires sur le temps qui nous restera sur la fin de la présentation, puisque nous aurons 10 minutes d'échange et de partage pour répondre au mieux aux questions qui sont les vôtres, pour ce qui nous concerne. Donc, en quelques lignes, la semaine de l'évolution professionnelle, comme je vous l'ai dit, qui a commencé depuis le 7 octobre et qui se terminera le 18. Donc, nous sommes donc avec Avenir Actif, des opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour le compte des salariés du secteur privé et des indépendants. Et c'est Avenir Actif et nous-mêmes APEC qui avons organisé ces semaines de l'évolution professionnelle avec l'ensemble des partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement 100% digital qui est gratuit, accessible à tous et comme son nom l'indique, placé sur l'évolution professionnelle au cœur d'un programme. Il y a 70 webinaires au total sur différentes thématiques et qui seront toutes disponibles. D'ailleurs, ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay à compter du 21 octobre prochain sur la chaîne YouTube de la semaine de l'évolution professionnelle. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, revisionner ou en tout cas accéder aux autres webinaires si vous n'y avez pas encore participé, en tout cas aux autres webinaires de cette semaine. Je vais me présenter et puis également ma collègue Laurane va se présenter. Donc pour ma part, je suis Valérie Denoy, consultante en développement professionnel pour le compte de l'APEC, donc consultante APEC depuis maintenant bientôt 9 ans. Et c'est moi qui vais animer cet atelier et en partenariat avec Laurane. Donc Laurane, je te laisse. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Donc moi c'est Laurane Pommier, je suis consultante en développement professionnel sur le centre APEC de Pau dans le sud-ouest. Et donc j'ai le plaisir de co-animer avec Valérie et j'aurai surtout pour mission aujourd'hui de répondre à vos questions dans le chat et de faire la modératrice ce matin. Merci Laurane. Mais effectivement, pour ma part, puisque je ne l'ai pas précisé, je suis rattachée au centre de Bordeaux. Donc Laurane et moi, sommes représentantes, je dirais, du secteur sud-ouest et de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour ce qui nous concerne. Alors, le sujet de ce matin, c'est comment je gère ma carrière au-delà de 50 ans. Sujet ô combien questionnant pour un certain nombre d'entre vous, je dirais même d'entre nous pour ce qui me concerne. Mais déjà, pour le programme de ce webinaire, on va traiter sur différents sujets. C'est qu'est-ce qu'un senior déjà ? Voilà, à partir de quand on considère qu'on est senior et c'est quoi un senior aujourd'hui sur le marché ? Ensuite, quels sont les principaux atouts des seniors ? Parce que c'est vrai qu'on se questionne beaucoup en disant je suis senior aujourd'hui, mais alors, qu'est-ce que je peux apporter ? Quels sont les atouts ? Quelles sont les forces de ma seniorité ? Après, quels sont les freins et les stéréotypes aussi qui existent par rapport aux seniors ? Puisque il y en a, il ne faut pas se mentir, mais il y en a aussi bien du côté des recruteurs, des entreprises, que aussi du côté des seniors, entre guillemets, eux-mêmes. Voilà, donc l'idée, ce sera de les identifier. Et toutes ces données, toutes les informations d'ailleurs qu'on va vous partager vont être, étayées par une étude qui a été faite par l'APEC il y a maintenant bientôt 2 ans sur les seniors, sur l'employabilité des seniors et sur leur situation en entreprise avec un questionnement auprès des employeurs et des seniors eux-mêmes. Nous viendrons aussi sur quels sont les leviers pour dépasser ces freins. Parce qu'une fois qu'ils sont posés, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et comment on peut essayer de les dépasser ? Donc, on reviendra sur ces sujets-là. Et puis, on finira en tout dernier par pourquoi recourir au conseil en évolution professionnelle. L'idée, ce sera de vous décrire un peu, je dirais, le scope de ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, quels en sont les différents acteurs, pour vous aider, selon votre situation, sur votre situation professionnelle et à quel moment, de quelle manière et auprès de qui. Ce sera le déroulé de notre matinée, de notre heure de webinaire.
Alors, pour commencer, grande question, qu'est-ce qu'un senior? Il n'y a pas de cadre légal sur la seniorité. Rien n'est particulièrement précisé. Il n'y a pas de cadre légal. Certains vont évoquer l'âge de 45 ans, puisque voilà, on considère qu'à partir de 45 ans, on arrive sur la deuxième moitié de carrière. Donc en gros, on a à peu près fait la moitié de sa carrière quand on est aux alentours de 45 ans. C'est des moyennes, bien évidemment. Après, il y a ce fameux cap des 50 ans. Donc, du coup, c'est dans les statistiques, la plupart du temps, dans quelques politiques publiques, la seniorité commence à 50 ans. Après, 55 ans reste un nouveau cap, puisque là, on rentre vraiment dans la toute dernière partie, dernier quart du parcours professionnel, puisque aujourd'hui, l'âge de la retraite s'étant décalé, disons, quand on a 55 ans, il nous reste en moyenne entre 10 voire 12 années d'activité professionnelle. Autre repère, surtout dans les politiques de l'emploi, par rapport à l'emploi au CDD des seniors, ça va être le repère des 57 ans, donc qui va être un indicateur. Et puis ensuite, il y a un cap, mais qui est plus lointain, qui va être les 60 ans, où là, il y a un certain nombre d'actions, je dirais, de prestations auxquelles on peut accéder, et qui va être vraiment la toute dernière partie de carrière. Et pour l'activité plutôt professionnelle, on va dire que sur la partie seniorité, on va plutôt parler à partir de 50 ans jusqu'aux 60 pour entamer la toute dernière partie de carrière. Voilà pour ce qui concerne la seniorité. Alors, la seniorité, on va plutôt parler plutôt en termes d'expérience. Ce n'est pas l'âge qui fait la seniorité, en tout cas dans la sphère professionnelle, c'est vraiment d'intégrer les notions d'expérience et puis aussi l'expertise, dont on y reviendra, c'est une thématique qu'on pourrait aborder. Mais c'est vraiment plus que l'âge, c'est l'expérience qui va primer et ce qu'il va falloir essayer de garder en ligne de mire. Alors, sur les cadres seniors, on a parlé d'expérience, mais justement, c'est ça qui va faire qu'on va apprécier, quand on est une entreprise, d'avoir un cadre senior dans ses équipes. Parce qu'il y a quand même il y a des atouts qui sont non négligeables, puisque un cadre expérimenté, un senior, bien évidemment, il a son expérience. Il a rencontré de nombreuses situations variées, des problématiques très plutôt nombreuses, et du coup, il va être en capacité, je dirais, de traiter assez rapidement des problématiques pour les avoir déjà rencontrées. Ils ont aussi, bien sûr, leur expertise technique qui s'acquiert au fil des années. Alors, toutes les données là, celles qui sont transmises sont celles de l'étude dont je vous ai parlé au début de la présentation et qui est facilement accessible et que Laurent vous mettra en lien dans le chat. Donc, l'expertise technique, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment un des atouts majeurs avec l'expérience pour les cadres seniors. Bien sûr, il y a aussi la connaissance des clients, des fournisseurs, de l'écosystème qui est le leur en fonction de leur secteur professionnel ou de leur métier. La connaissance des rouages internes, parce que pour beaucoup, vous avez connu ou rencontré différentes structures, différentes organisations. Donc, du coup, vous avez, je dirais là aussi, une capacité à plus vite comprendre un petit peu les interactions et un peu comment fonctionnent les organisations, les entreprises, quelle que soit leur taille. Généralement des compétences relationnelles. Alors, est-ce qu'on va appeler ça la sagesse du profil plus senior, c'est-à-dire que de capacité à mettre peut-être un petit peu plus d'huile dans les rouages, un petit peu plus de lien dans les compétences relationnelles. Donc là, on fait le lien avec les soft skills sur lesquels je reviendrai d'ailleurs tout au long dans la présentation. Et puis, la connaissance de l'historique, parce qu'on a parlé connaissance des rouages internes d'une entreprise, d'une organisation, mais c'est les connaissances de l'historique. Quand on est depuis longtemps dans une organisation, on connaît un petit peu l'histoire, la manière dont ça a évolué, comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Et ça peut être un atout non négligeable pour avancer sur la suite de sa carrière. Et puis, pour aller sur une notion aussi de transmission, de relais. Seniorité, expérience, maturité. Et donc là, toujours dans le cadre de l'étude, on a interrogé un certain nombre de managers. Et ce qui en ressort, c'est que majoritairement, les cadres seniors, ce qui fait leur force, c'est qu'ils ont une plus grande aptitude à transmettre leurs connaissances. Puisqu'on a parlé d'expérience, d'expertise. Et donc, du coup, ils vont plus facilement avoir cette capacité à transmettre. C'est d'ailleurs ce qu'on entend régulièrement dans nos rendez-vous individuels ou collectifs. C'est cette volonté d'ailleurs de transmettre, de partager les connaissances qu'ils ont acquises tout au long de ce parcours professionnel. Donc ça, c'est une vraie force, je dirais, des profils seniors expérimentés.
Autre point fort, hein, selon les managers toujours, c'est que on a parlé des capacités relationnelles, c'est de désamorcer des conflits. Souvent, le senior, alors ce n'est pas des règles absolues, mais souvent le senior, de par son expérience et sa maturité, il arrive à gérer des situations complexes de relations interpersonnelles, des conflits. Alors ça peut être des conflits inter-équipes, ça peut être des conflits aussi avec des clients, avec des fournisseurs. Malheureusement, les conflits, on peut en rencontrer en tout cas des tensions un peu fréquemment dans nos activités professionnelles. Donc, je dirais, les capacités relationnelles d'un senior peuvent favoriser cette compétence-là. Prendre des décisions. Pareil, prendre des décisions, c'est vrai que c'est plus facile à faire. Quand on a déjà vécu un certain nombre d'expériences professionnelles, on a plus rapidement la capacité à dire, tiens, ça, par rapport à telle expérience, j'ai déjà vécu, j'ai déjà expérimenté telle ou telle situation, c'est la bonne décision, et donc là, on se sent plus assuré. Donc, majoritairement, les managers considèrent que les seniors sont plus aptes à prendre des décisions. Autre point important, c'est que aussi évaluer la difficulté et le temps de la tâche. Là aussi, toujours, et majoritairement, tout ça s'explique par cette expérience. Là encore, quand on a un parcours complet et riche, c'est qu'on a rencontré différentes situations, et du coup, on a une estimation du temps qui peut être plus facile sur le degré de difficulté potentiellement, et aussi le temps dédié à la tâche de manière générale. Le pilotage de projet, donc parce que dimension un peu plus, peut-être un peu plus de hauteur. Là aussi, l'expérience de différents projets, différentes problématiques. Donc, ils ont une bonne aptitude au pilotage de projet. Et puis, entretenir des relations avec un client. Ça va aussi être lié tout ça, on va dire, aux capacités d'interaction relationnelle, tous ces éléments qui sont assez pertinents. Donc voilà, tout ce qui est lié avec les relations clients, mais j'ai envie de dire, on peut aussi rajouter les clients, les fournisseurs, vraiment tout ce qui va jouer avec ça. Parce que aussi, la seniorité, ça peut aussi envoyer une image de confiance. Voilà, un senior va donner une image de confiance, de stabilité, de maîtrise, peut-être un petit peu plus forte que ne le ferait un cadre beaucoup plus junior. Ça, ce sont des éléments qui sont notables, sur lesquels il peut être intéressant, si vous ne l'avez pas forcément vous en tête, de vous dire, tiens, si j'analyse ma situation et que demain je dois, argumenter ou démontrer la force de ma seniorité, ces éléments-là sont sans doute des éléments que vous pouvez intégrer dans vos argumentaires en fonction de votre situation. On y revient de manière générale, deux données assez simples, assez concises, sur la capacité à prise de recul. Voilà. Donc, j'appellerais peut-être ça de la sagesse, mais en tout cas de la hauteur sur les situations. Donc, puisque 74% des cas de seniors ne se sentent pas, déjà, pareil, ne se sentent pas en concurrence. C'est-à-dire que quand on est sur le dernier quart, dernière partie de carrière, on s'est déjà prouvé des choses, on a déjà mené un certain nombre de missions, de projets, quels que soient les métiers. Et donc, on a peut-être moins d'enjeux, je dirais, à vouloir prouver, démontrer. Et donc, du coup, y a moins de concurrence. En tout cas, c'est les retours qui ont été faits par le biais de l'étude. Il y a moins de concurrence par rapport à des collègues ou à ses pairs. Donc, je ne vais pas dire que la carrière est faite, parce que loin de là, l'idée, c'est de se nourrir et de continuer à faire des choses pertinentes, riches et intéressantes. Mais en tout cas, il y a sans doute moins d'enjeux qui se posent. Donc, un peu plus de recul par rapport à ça. Et puis, par rapport à la posture relationnelle, il y a 59% des managers qui considèrent que, du coup, c'est pareil, il n'y a pas de conflit intergénérationnel généralement dans leurs équipes, surtout quand on a un ou quelques seniors dans son équipe. L'équilibre, je dirais, la diversité, elle passe aussi par là. La diversité, c'est aussi avoir des équipes, on va dire intergénérationnelles, et c'est plutôt un bon équilibre d'avoir des profils qui sont peut-être un peu plus juniors et qui vont avoir peut-être un peu plus, je dirais, alors je ne vais pas dire d'énergie, mais un peu plus de fulgurance de temps en temps ou d'intensité, alors qu'un profil senior va plus pondérer. Donc du coup, dans une équipe, ça peut faire un bon équilibre. Je pense que ça peut être assez pertinent. Et ça, les managers le reconnaissent, c'est ce qu'ils apprécient dans la gestion de leurs équipes. Donc, on disait souvent un rôle de régulateur aussi dans les relations sociales. C'est vraiment reconnu dans l'entreprise. Il y a un côté plutôt bienveillant, on a moins de rivalité, c'est bouffée d'oxygène. Tout ça, c'est les verbatims qui sont montés de l'étude. Donc, à la fois avec les collègues, voilà, et puis aussi avec leur manager.
Généralement, du coup, il y a aussi cette tendance à avoir un rôle un peu plus alors maternant, un peu plus paternel, un petit peu plus paternaliste peut-être. Du coup, où on est beaucoup dans la transmission. Et tout ça en bienveillance. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas cette notion de concurrence, donc généralement ça fonctionne bien, c'est plutôt rassurant. Il y a toujours un enthousiasme parce que c'est pas parce qu'on est senior, ça ne veut pas dire qu'on est en fin d'énergie. Donc il y a beaucoup d'énergie, il y a de l'enthousiasme. Puis pour peu qu'on soit dans une organisation où on est beaucoup dans le transfert, dans tous ces éléments-là, ça va nourrir tout cet enthousiasme. Loyauté, ça c'est une force aussi du senior, c'est que le senior va être fidèle, loyal, engagé dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des profils qui vont avoir envie de bouger, de changer de poste tous les 2-3 ans. Et ça, c'est vraiment un élément important, je pense, sur lequel il ne faut vraiment pas hésiter à appuyer quand on est en situation de recherche face à un recruteur. C'est qu'il y a une vraie notion de loyauté, d'engagement et surtout de fidélité. C'est-à-dire que quand un senior est recruté, il s'engage dans de la durée. Il ne va clairement pas, il faut être lucide, le marché étant pas plus simple, c'est pas pour changer dans 2 ans. Et donc, du coup, vu qu'un employeur va être très attentif au fait que recruter quelqu'un, c'est du temps parce qu'il y a l'intégration, il y a la formation et qu'il y a un temps nécessaire, je dirais, pour qu'il y ait une efficacité, une efficience avec un collaborateur et qu'il s'intègre dans une équipe. L'idée, c'est que ça s'inscrive dans le temps. Et ça, clairement, les seniors ont cette force-là de se dire, moi, je ne suis pas là juste pour dedans. Donc, vraiment, je m'intègre et il y a cette vraie notion de loyauté. Et puis, il joue parfois un rôle de lien entre les managers et les salariés. Vous avez là sur la slide, vous voyez un témoignage d'une manager qui, tout à l'heure, je faisais référence à une figure un peu plus paternelle ou plus maternante, mais c'est que, voilà, plus de facilitation, du coup, de se sentir un manager avec un profil senior peut se dire, bon, il n'y a pas d'enjeu, je dirais, de concurrence ou quoi que ce soit, donc je peux peut-être m'épancher un peu plus sur des difficultés et l'utiliser, ou en tout cas le partager en étant un vrai support, on va dire, qui va pouvoir accompagner, alors qu'on sera peut-être un peu plus dans une difficulté à partager des problématiques avec des personnes qui seront un peu plus juniors, sur lesquelles on doit, en tant que manager, par exemple, asseoir sa légitimité, ce qui n'est pas toujours simple. Donc là, vous avez un témoignage parmi d'autres de ce qui peut être ressenti. Donc vraiment, le profil senior, il peut avoir vraiment ce lien un peu intergénérationnel et puis facilitateur. On vient beaucoup sur cette notion de relationnel. C'est vraiment quelque chose de très, très fort sur l'intérêt d'avoir des équipes déjà, on va dire, intergénérationnelles et d'avoir des profils plus seniors dans ces équipes. Alors, pour revenir sur les freins, les stéréotypes. Donc, c'est ce qu'on entend très fréquemment quand on questionne. Alors, je vous l'ai dit, il y a les freins qui sont côté recruteurs, mais pas que. Très souvent, nous entendons dans nos bureaux des cadres seniors qui eux-mêmes, je ne vais pas dire qu'ils se sabordent, mais qui ont une représentation négative de cette seniorité et qui du coup, en plus se disent, du coup, ça va forcément être difficile sur le marché, les recruteurs, de toute façon, ne veulent pas embaucher de seniors. Mais parfois, on peut être son meilleur ennemi. Donc, et pour des raisons qui sont tout à fait légitimes. Et une de ces raisons, entre autres, par exemple, c'est que parfois, il peut être difficile de faire le deuil de son emploi précédent. Tout va dépendre, bien sûr, de la raison, de la fin du poste précédent. Et pour peu que ça ait été dans le cadre d'un licenciement économique ou d'un licenciement qui peut avoir été mal vécu, faire le deuil de son emploi précédent, c'est un chemin. Et du coup, ça peut faire partie, je dirais, d'un des freins sur le retour à l'activité. C'est important aussi, en tout cas un frein, c'est de se dire, ok, mais aujourd'hui, c'est quoi mon projet professionnel ? Est-ce que je suis au clair finalement après 20, 30 ans d'activité de tout ce que j'ai fait? Pendant longtemps, je ne me suis pas forcément posé de questions en plus, ça fonctionnait bien, ça se déroulait, j'avais une expérience un fil conducteur, tout se passait bien. Puis aujourd'hui, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire demain. Et redéfinir son projet professionnel pour qu'il soit clair, parce que plus votre projet est clair, plus il sera facile à partager auprès d'un recruteur demain. Ça se travaille, ça se réfléchit. Donc bien le redéfinir, et c'est pas si simple que ça. Et c'est en ça que vous verrez que d'ailleurs le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner par rapport à ça. Et puis démontrer, argumenter ses compétences malgré son expérience.
Très fréquemment, les retours que nous avons des cadres seniors, c'est qu'il y a beaucoup d'évidence pour eux en disant oui, je suis chef de projet depuis 30 ans, donc oui, bien sûr, je sais faire ça. Il y a beaucoup d'évidences qui font que du coup, c'est compliqué déjà de les avoir en tête, de les démontrer et du coup de les démontrer. Donc, c'est comment je reprends, je dirais, conscience de ce dont je dispose en termes de compétences, en termes d'expérience, en termes d'expertise, et que je vais mettre au service du marché. Parce que quand je me retrouve à réfléchir sur un marché, à me positionner sur un marché de l'emploi, je suis à nouveau apporteur de compétences. Mais pour pouvoir être au clair sur ce que j'apporte, il faut vraiment faire un travail en amont de mise à plat de ces compétences pour pouvoir ensuite les démontrer, les argumenter, parce que c'est ça qui fera la collaboration et qui fera l'intérêt d'un entretien demain. Donc ça, c'est des choses qu'on rencontre assez fréquemment. C'est vraiment le travail à faire en tant que senior sur sa propre situation. Côté recruteur, parce que forcément, il y a aussi des représentations côté des recruteurs, c'est que beaucoup se disent un profil expérimenté, ça va nous coûter cher. C'est un salaire forcément plus élevé, parce que l'expérience, oui, ça a de la valeur, mais on peut se dire que c'est forcément beaucoup plus cher, un profil senior. Il y a aussi la question du diplôme, parce que quand on a 30 ans d'expérience, on a eu une formation peut-être d'un bac plus 2, 3, et puis aujourd'hui, on se retrouve en concurrence avec des profils plus juniors, mais qui, eux, sortent de formations supérieures, type bac plus 5, et que du coup, quel est l'équilibre entre la valorisation de l'expérience professionnelle face à un diplôme. Donc, parce que c'est vrai que la France a quand même ce goût, je dirais, du diplôme. Mais en tout cas, voilà, il y a ce sujet du diplôme, côté recruteur, ça peut être un élément de représentation, en disant un senior va être forcément moins diplômé, potentiellement moins diplômé, ce qui n'est clairement pas toujours la réalité, loin de là, puisqu'en plus, on peut se former tout au long de son parcours professionnel. Et de nombreux seniors aujourd'hui, pour certains, ont repris les études et ont validé, alors après par différentes options, ont validé un bac plus 5 par exemple, par le biais soit de la validation des acquis d'expérience, soit par le retour sur une année en formation ou une certification, enfin il y a plein d'éléments. Autre représentation qui peut parfois être entendue, c'est le manque de flexibilité. Un profil senior, de par son expérience, il va peut-être être moins malléable, puisqu'il aura peut-être un peu plus de contre-argumentaire ou de répartie, ou en tout cas, il va peut-être moins être, alors j'aime pas le terme, mais peut-être un peu moins docile. Donc, c'est des choses qu'on peut entendre. Pour autant, n'est pas toujours la réalité, mais c'est des choses que les recruteurs peuvent avoir parfois en tête en termes de représentation. Manque de flexibilité et adaptabilité. Et autre point, c'est moins bonne maîtrise des outils informatiques, puisque les profils seniors de 50 ans et plus sont pas ce qu'on appelle des digital natives. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas nés avec toute la partie digitale et numérique telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle qu'elle évolue très fortement encore aujourd'hui, et c'est loin d'être terminé. Donc, la représentation, c'est que peut-être que ces seniors-là sont moins habiles, je dirais, dans la maîtrise des outils informatiques. Ce qu'il a encore est plus une représentation qu'une réalité, très clairement. Donc, mais c'est des choses qui sont entendues. Alors, je ne vais pas tous les éléments du chat, mais moi, ce qui pourrait être intéressant dans le temps qu'on va avoir sur la fin de la présentation, sur le temps des questions-réponses, ce serait d'avoir votre retour par rapport à ça. Est-ce que vous partagez ces éléments? Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets-là? On aura l'occasion, sur les minutes restantes, de partager sur ces thématiques-là, sur ces représentations. Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous y avez été confrontés de temps en temps? Ça peut être intéressant, et Laura nous fera sans doute une petite synthèse de tous ces sujets-là, puisque je pense que vous êtes assez nombreux à avoir des vécus, des ressentis sur le sujet. Alors, quel levier justement pour dépasser ces freins? Parce qu'une fois qu'on les a posés, c'est bien beau, mais c'est dire, ce sont des représentations. Donc déjà, les représentations, c'est bien d'essayer de les lever. Alors, déjà, ce qui peut être important, c'est aussi quand on est senior par rapport à une situation de repositionnement professionnel, c'est déjà de connaître son marché. C'est vrai pour tout type de situation, tout type de profil, mais vu que quand on a une expérience conséquente, qu'on n'a pas forcément changé de société depuis longtemps, on peut avoir une déconnexion et de se dire, au fait, le marché du travail, moi concrètement, je ne le connais pas, ou j'ai jamais eu à chercher, je ne sais pas comment, c'est quoi le marché du travail aujourd'hui.
par rapport. Donc, c'est vraiment important d'aller développer sa connaissance du marché du travail pour pouvoir, en fonction de ce marché, affiner son projet professionnel. Se dire, aujourd'hui, le marché, c'est quoi en termes de rémunération? Donc, c'est se dire, moi, aujourd'hui, mon profil sur le marché, quel type de rémunération, quelle fourchette de rémunération est pertinente. Identifier aussi, c'est bien beau, mais les besoins des compétences en entreprise, parce que vous êtes des apporteurs de compétences, mais ce qui va faire votre employabilité, c'est vraiment la convergence entre ce que vous apportez, le marché de l'emploi, et donc la convergence des deux, c'est ce qui va contribuer à votre employabilité. Donc, c'est quoi aujourd'hui les compétences attendues par les entreprises? Les métiers évoluent, les attentes en termes de compétences évoluent aussi. Et donc, pour bien s'ajuster au marché, c'est de savoir un petit peu de quoi il a besoin. Ensuite, c'est aussi aller chercher les entreprises qui recrutent. Ouais, quels sont les secteurs selon là où vous vous trouvez, puisque c'est vrai en fonction de votre zone géographique, en fonction de votre secteur d'activité. Tout ça, c'est de se dire quelles sont les entreprises, quelle typologie d'entreprise, quel secteur d'activité va recruter un profil comme le mien, avec des compétences comme les miennes. Analyser son marché. Et au regard de tout ça, identifier ses points forts. Au regard du marché, des entreprises qui recrutent, des compétences attendues, qu'est-ce que moi j'ai comme valeur ajoutée, comme compétence clé, donc atout vraiment majeur que je veux mettre au service de ce marché. Donc ça, c'est des éléments importants. Et il y a plein de ressources, il y a plein d'outils qui sont très accessibles, en tout cas via le site de l'APEC. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'outils qui vous permettent d'accéder à des éléments d'analyse de marché. Ensuite, autre point important pour essayer de lever ces freins, c'est de désamorcer ces préjugés par rapport à l'âge. Et donc là, on fait référence au terme d'âge, mais comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de dissocier l'âge de l'expérience. Et donc, c'est d'avoir une posture d'offre de service, d'apporteur de compétences. D'accord ? Voilà. Aujourd'hui, le professionnel que je suis ou la professionnelle que je suis arrive avec des compétences, de l'expérience, une capacité à interagir, intervenir sur différentes problématiques, sur des choses précises, sur des situations concrètes. Et plus on a de l'expérience, forcément, plus on a été, on va dire, confronté à des situations diverses et variées. Et donc, du coup, par le biais d'un travail sur des situations concrètes réalisées, ce qu'on appelle souvent des réalisations probantes, c'est valoriser, mettre en lumière les compétences qui sont les miennes. Elles ont été acquises et développées sur la base de réalisations. Ça, c'est hyper important. Donc, vraiment, de mettre en avant, valoriser. Tout à l'heure, on a fait référence à argumenter, démontrer ses compétences. Ça va être au travers de cette mise en lumière des compétences et des réalisations qui ont été les vôtres. Et puis, plutôt que d'essayer de les occulter ou d'être un peu dans le déni, c'est d'anticiper les doutes des recruteurs. Pour désamorcer, des fois, c'est à partir du moment où on a pris conscience des potentiels freins ou des représentations que les recruteurs peuvent avoir, c'est de se dire, plutôt que de les laisser peut-être un peu en suspens, c'est d'essayer de les anticiper et de dire, voilà, vous pouvez penser qu'un senior va être plus difficile, va avoir moins de facilité à travailler avec tous nos outils numériques. Si vous avez les arguments, si vous avez l'expérience, que vous avez travaillé sur différents outils, que vous avez appris, que vous avez développé, vous êtes adapté sur différents outils, systèmes, SAP, ERP, il y en a plein aujourd'hui, que vous avez travaillé dans le web, c'est de vraiment mettre ça en lumière pour rassurer justement et lever cette représentation comme quoi un profil senior va être beaucoup moins à l'aise qu'un autre. Donc du coup, c'est de désamorcer vraiment en n'ayant pas peur d'anticiper la situation et les représentations. Important, plus on avance en seniorité, plus l'importance de votre réseau va croître. C'est-à-dire que votre réseau, ça n'est pas uniquement idéalement dans une situation de recherche, c'est quelque chose que vous entretenez, mais donc ça veut dire que même si ce n'est pas encore tout à fait le cas, ça va être de constituer, entretenir et mobiliser son réseau. Plus vous avancez en expérience, en seniorité, plus l'importance de vos actions de réseau vont prendre la main sur le classique, je dirais classique, réponse aux annonces. Ça va être important. L'idée, c'est de travailler votre réseau pour être plus visible, pour pouvoir être plus dans la rencontre, pour dépasser parfois le filtre de la candidature, ce que j'appellerais classique du CV et de la lettre de motivation. Donc, votre réseau, ça va être primordial. La rencontre sur laquelle vous allez pouvoir échanger, donner à voir justement l'apporteur de services, l'apporteur de compétences que vous êtes. Il peut être aussi parfois utile d'être un peu flexible ou souple, je dirais, sur certains critères de recherche. Alors, ce n'est pas une règle absolue, chacun fait en fonction de ce qu'il peut ou de ce qu'il veut, mais c'est vrai que dans certaines situations, si c'est possible, se dire, est-ce que je suis prêt à revoir peut-être le niveau de responsabilité qui sera le mien demain, mon temps de travail, est-ce que ma rémunération, je peux
peut-être faire un petit compromis sur le sujet. Parce que, pour X raisons, moi, voilà, mes enfants sont élevés, j'ai fini de payer le crédit de ma maison, donc mes aspirations, mes besoins financiers sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Donc, je vais être peut-être un peu moins ancrée sur ce sujet-là. Potentiellement, je peux avoir un peu plus de mobilité géographique, ça peut être possible. Là encore, c'est de se dire, peut-être que voilà, mon organisation personnelle fait que je peux avoir aussi du célibat géographique. Donc, ça, c'est des options qu'on observe de plus en plus. Sur la typologie du contrat, aussi, c'est-à-dire que le CDI n'est peut-être pas le Graal absolu, c'est peut-être pas ça la solution. Donc, ça fera bien d'ailleurs avec le tout dernier item. Et puis, le secteur d'activité, je peux aussi peut-être basculer sur un secteur, on va dire, périphérique. Alors, ce sera peut-être pas forcément évident de changer de tout au tout en termes de secteur d'activité, parce que votre expérience, elle se fait et elle se valorise par rapport à ça. Mais en tout cas, quels sont les secteurs périphériques sur lesquels potentiellement je peux peut-être aller. Et puis surtout, ce qu'on a constaté, c'est que c'était intéressant et souvent plus pertinent d'être ouvert aux différentes formes d'emploi. On appelle les formes alternatives d'emploi. Il y a certes le CDI, mais pas que. Le CDD peut être pertinent, de l'intérim, du portage salarial, le management de transition. Alors tout ça, ce sont plein de modalités ou la création d'entreprise, qui sont plein de modalités qui permettent d'avoir une activité professionnelle. Parce que être senior et reprendre une activité professionnelle, c'est comme je vous l'ai dit, pas forcément être sur un CDI. Donc, c'est d'envisager, déjà de découvrir, dans certains cas, quelles sont les autres formes alternatives d'emploi. Là encore, si vous le souhaitez, vous sachez qu'il y a un atelier, un webinaire sur le sujet, sur le site APEC, vous pouvez accéder à un webinaire sur les formes alternatives d'emploi qui reprend tous ces dispositifs, en tout cas ces modalités qui existent, qui sont des choses peut-être envisagées, qui peuvent être des transitions, mais qui peuvent être aussi des choix sur la dernière partie de son parcours professionnel, en se disant moi aujourd'hui, vu que justement j'ai envie d'aller beaucoup dans la transmission, j'apporte mon expertise et du coup très vite je peux être efficace et efficient, peut-être que le management de transition qui va répondre à une problématique, un accompagnement du changement dans une organisation, ça peut peut-être être ce que j'ai envie de faire demain. Et du coup, ça m'amène à pouvoir bouger sur différents types d'entreprises, différentes problématiques. Donc les options sont assez nombreuses. Mais en tout cas, de s'ouvrir à des formes différentes d'activités, formes d'emploi, ça peut être une option, et je dirais pour dépasser le frein de la seniorité. Alors, je vous ai présenté un peu un scope de aujourd'hui la seniorité sur le marché de l'emploi, les freins, les représentations, comment essayer de dépasser tout ça. Et tout ça pour aussi vous finir sur la présentation de pourquoi recourir justement dans cette situation-là au conseil en évolution professionnelle. Puisque on a parlé d'étudier son marché, de travailler sur ses compétences, démontrer, argumenter. Et faire cet exercice seul, ce n'est pas toujours le plus simple. Donc, du coup, pour être accompagné, ce conseil en évolution professionnelle est tout à fait ajusté, puisque c'est vraiment sa vocation. C'est être accompagné pour permettre d'utiliser efficacement les différents leviers, donc travailler sur ses compétences, les identifier, les valoriser, définir et tester son projet professionnel, analyser, confronter au marché du travail, donc sur la base des données que vous allez pouvoir collecter, par rapport aussi aux ressources. C'est-à-dire que le conseil en évolution professionnelle ne va pas vous apporter des réponses ou des solutions, mais va vous apporter de l'éclairage, de l'outillage pour pouvoir mener cette réflexion, cette analyse de marché, et puis bien sûr un peu maîtriser, alors découvrir peut-être dans certains cas, puis maîtriser les outils et les techniques de recherche d'emploi. Très souvent, on a des personnes dans nos bureaux qui disent moi ça fait 20 ans ou 25 ans que je suis dans ma société ou dans mon poste, où j'ai jamais eu à chercher. Et concrètement, moi je me retrouve à 50 ans, 55 ans, il faut que je cherche un poste, comment je fais ? C'est assez complexe. Donc, le conseil en évolution professionnelle a cette vocation-là. Et donc, entretenir et maintenir son employabilité. C'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et je pense que j'ai fait le tour du conseil en évolution professionnelle. Donc, ce fameux conseil en évolution professionnelle, donc, c'est un processus vraiment qui est dédié donc, aux salariés, aux indépendants. Je dirais que c'est presque comme un droit universel pour faire un point sur sa situation professionnelle. Et puis, en fonction, sachant que le conseil d'évolution professionnelle, c'est aussi bien quand on est en activité, c'est-à-dire des salariés, ou en recherche d'emploi. Ce n'est pas lié uniquement à un statut, par exemple, de demandeur d'emploi. C'est comment, à un instant T, je veux faire un point sur ma situation professionnelle pour X raisons. Je peux être très bien dans mon entreprise, pour autant, justement, j'ai 55 ans, je me dis que j'ai encore une dizaine d'années d'activité professionnelle à assurer. Qu'est-ce que j'ai envie de donner comme couleur ou comme tendance à cette dernière partie de carrière ? Parce que justement, j'ai envie d'aller plus sur de la transmission, donc du mentorat, accompagner des alternants,
faire plus de formation. Enfin voilà, il y a plein de réflexions sur ce sujet. Donc ce conseil en évolution professionnelle, pour resituer en termes de cadre, est accessible à tous, il est gratuit. Bien sûr, il est confidentiel, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui sera en activité, si vous sollicitez ce conseil en évolution professionnelle auprès d'un des acteurs qui vous correspond par rapport à votre profil, et j'y reviendrai un peu après, ce que vous allez partager avec le conseiller en évolution professionnelle, bien sûr, sera confidentiel. Votre employeur n'est pas informé, c'est une démarche personnelle. Donc, ça reste confidentiel, c'est totalement neutre. C'est aussi l'idée, c'est d'avoir un regard neutre sur une situation, accessible et totalement impartial. Vous voyez d'ailleurs en bas de la slide, vous avez le site moncep.org qui est le lien qui va vous permettre d'accéder justement à ce conseil en évolution professionnelle. Comme je vous l'ai dit, plusieurs acteurs en fonction du statut ou du profil qui est le vôtre. Pour tout ce qui est profil de salarié et indépendant, vous avez Avenir Actif, qui est donc, je dirais, un des acteurs de ce conseil en évolution professionnelle, donc auprès de qui que vous allez pouvoir solliciter. Vous avez aussi, du coup, l'acteur auprès des cadres qui est l'APEC, que Laurane et moi-même représentons ce matin. Donc, pour le conseil en évolution professionnelle des cadres, ce sera l'APEC. Quand on est demandeur d'emploi, c'est France Travail. Pour les moins de 26 ans, vous avez les unions nationales des missions locales. Dans chaque ville, chaque agglomération, vous avez des missions locales. Et donc là, on est vraiment pour les personnes qui sont à moins de 26 ans. Et pour les personnes qui ont une situation de handicap, avec ce qu'on appelle une reconnaissance de travailleur handicapé ou une invalidité quelconque, Cap Emploi est l'acteur qui assure le conseil en évolution professionnelle. Donc, normalement, ça couvre l'ensemble des profils, si ce n'est ceux qui seraient dans la fonction publique, où là, il y a des acteurs un peu particuliers. Là, nous, on est vraiment sur le champ des salariés de droit privé et des indépendants. Pour la fonction publique ou territoriale, il y a des acteurs spécifiques. Et là, mais ce conseil existe également. C'est vrai qu'on n'est pas dans ce scope-là, ce matin. Son objectif, donc, c'est tout ce qui touche à l'évolution professionnelle, son développement de compétences pour maintenir son employabilité, se dire je veux me reconvertir, mais je ne sais pas comment, quoi. Ça peut être aussi de se dire j'ai envie d'entreprendre, je n'ai pas osé ou ce n'était pas le moment pendant les peut-être 20 premières années, mais c'est vraiment quelque chose aujourd'hui auquel je pense. Ça peut être aussi d'obtenir des certifications professionnelles, là aussi pour sécuriser son parcours professionnel, et puis de manière générale avoir une envie en tout cas de se questionner déjà sur une mobilité interne, externe. J'en suis où aujourd'hui? Donc, ce conseil en évolution professionnelle, il essaye de répondre, en tout cas de vous apporter du conseil sur toutes ces problématiques-là. En gros, à un moment donné, j'en suis où dans ma situation professionnelle? Je fais un état des lieux, quel diagnostic j'en tire, et puis du coup, de quoi j'ai besoin, et qu'est-ce que je vais mettre en action derrière? Comment? Donc, on est sur du conseil individualisé, vraiment personnalisé, donc il n'y a pas un process préétabli. Donc, il faut exprimer la demande et le besoin. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de diagnostic. Donc, je pense que ça, c'est assez pertinent. Donc, évaluer le besoin, accéder à un premier niveau d'information sur tout ce qui est métier, offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement qui sont combien parfois complexes. Mais le rôle de ce conseiller en évolution professionnelle, c'est justement de vous aider, je dirais, un peu à débroussailler ou à repérer, à faire votre chemin dans tous les dispositifs existants et identifier les démarches qui sont possibles à mettre en œuvre et puis éventuellement qu'il serait possible quelle suite à donner. Donc c'est de l'individualiser, c'est de l'adapter, c'est vraiment un accompagnement à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que des fois ça va être un seul entretien parce que ça va être suffisant, ça vous permet d'y voir plus clair et vous vous dites ok, tout va bien, je continue là-dedans, je suis au clair. Ou à l'inverse, je vais mettre quelque chose en place et du coup là on va mettre plutôt un accompagnement pour construire, faire un plan d'action, on est sur la gestion de projet, hein, donc c'est quoi mon projet? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'il y a de la faisabilité? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour avancer? On est vraiment dans cette notion de construction de projet professionnel et de déroulement et de mise en œuvre de ce projet. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous allez sur le site moncep.org, donc www.mon-cep.org. Et en fonction, vous avez un petit questionnaire qui, en fonction du statut qui est le vôtre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis un statut salarié, indépendant, cadre, demandeur d'emploi, travailleur handicapé ou junior de moins de 26 ans, vous dirigera vers l'acteur dans votre zone, dans votre secteur géographique,
puisqu'en fonction des régions où les acteurs sont. Alors, il y a un grand collectif, mais ensuite, sur chaque région, vous avez les acteurs privés qui sont ceux qui délivrent ce conseil en évolution professionnelle. Et donc, sur cette page, pour prendre rendez-vous avec un conseiller, vous aurez tous les éléments pour pouvoir le faire. C'est très facile et je le reprécise, c'est un conseil de droit universel qui est gratuit. Et vraiment, ne vous privez pas de cette option-là. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous voyez, j'ai même été un peu plus rapide que ce qui était prévu. Donc, si vous le souhaitez, on va avoir un temps de questions, d'interaction, surtout sur lesquelles vous allez pouvoir nous partager vos avis, vos ressentis sur ce que l'on vous a présenté. Laurent, si tu veux. Ouais, on a déjà eu pas mal de réactions et de questions. Je vois que c'est hyper dynamique dans le chat. Merci à tous, merci beaucoup. Donc, dans des situations individuelles qu'on ne pourra malheureusement pas traiter aujourd'hui. Mais par contre, Valérie et moi-même, on vous a mis les liens dans le chat. Vous pouvez cliquer sur moncep.org et prendre rendez-vous individuel pour aborder ces situations qui sont un peu plus individuelles. Par contre, il y a des sujets qui reviennent dans le chat. Pas mal de choses sur la formation. Sur adapter ses compétences au marché du travail. Comment est-il possible de faire prendre en charge une formation? Quelle est la procédure et la VAE, etc., le CPF. Donc, tout ça, c'est des questions qui reviennent. D'accord. Je ne sais pas si je te laisse la parole, Valérie, sur tout cet aspect formation. Alors, je vais vous donner quelques éléments effectivement sur des dispositifs que Laurent a partagés, des termes comme CEP, comme CPF, VAE et autres. Si tu veux, peut-être Laurent, il y a des liens sur mon compte formation, vae.gouv, il y a un certain nombre de ressources. Alors effectivement, la formation, c'est un élément important dans son parcours professionnel, car effectivement, l'idée, c'est de développer les compétences qui sont les vôtres tout au long de votre parcours professionnel. Et ça, c'est bien, idéalement, de ne pas attendre d'arriver à sa seniorité ou à cette expérience, même si, donc vous avez, quand vous êtes salarié et quand même vous demandez un emploi, la première chose à laquelle il faut penser, c'est votre CPF. Donc CPF, compte personnel de formation. Donc si ce n'est pas déjà le cas, je vous engage tous à aller sur mon compte formation.gouv pour aller aller chercher le montant de votre capital de CPF. De combien vous disposez au titre de votre CPF. Le CPF est une enveloppe personnelle, vraiment totalement personnelle, individualisée, où chaque année, vous collectez 500 € minimum. Après, il peut y avoir des abondements selon les secteurs d'activité, les branches d'activité. Mais 500 € par an, sachant que vous cumulez ça d'année en année si vous ne vous en servez pas et que c'est plafonné à 5 000 €. Ça va vous permettre d'avoir une enveloppe budgétaire qui va vous permettre de pouvoir accéder à de la formation de manière totalement individualisée et personnalisée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, moi j'ai envie de développer telle compétence sur, sur un outil informatique ou sur, la gestion de projet ou le management agile, par exemple. Aujourd'hui, je vois bien que dans mon environnement professionnel, c'est quelque chose d'important. J'ai envie de le faire. Si j'ai le CPF qui me le permet, que je trouve une formation, et le site Mon CPF, sur mon compte formation.gouv, propose aussi une offre de formation. Si ces formations sont éligibles, vous pouvez mobiliser votre CPF pour suivre ces formations-là, dans l'enveloppe budgétaire qui est la vôtre, en fonction de ça. Vous pouvez aussi, bien sûr, quand vous êtes salarié, vous pouvez aussi solliciter votre employeur. Vous pouvez faire des cofinancements en disant j'ai repéré une formation de X heures ou X semaines. Est-ce qu'on peut construire un parcours ensemble? Moi, je voudrais développer telle compétence parce qu'elles me sont importantes pour sécuriser mon parcours professionnel, mais pour autant, elles vont aussi apporter à l'entreprise. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour cofinancer cette formation qui va peut-être être un peu supérieure, par exemple, en termes de tarifs, au montant dont vous disposez au titre, je dirais, unique de votre CPF. On va dire que ça va être du cofinancement. Donc ça, ce sont des choses qui sont utiles. Et vraiment, n'attendez pas forcément, je dirais, de thésauriser en disant, j'ai mon CPF, il fait 5 000 €, j'attends de voir de quoi j'ai besoin. Non, au contraire, il s'alimente chaque année. Donc vraiment, n'ayez pas peur de l'utiliser, de vous dire, tiens, dans mon métier aujourd'hui, je me rends compte que les choses évoluent, où j'ai identifié que j'avais telle ou telle compétence. Compétence, ça peut être du savoir-faire, mais ça peut être du savoir-être. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les soft skills.
je vais y revenir, mais plus on avance en plus en seniorité, plus je dirais, j'ai beaucoup fait le point sur les aptitudes relationnelles, et vos soft skills, c'est ça qui va être important de plus en plus. Mais on peut aussi se former sur ces éléments-là. On va être sur des informations ou des formations de type communication interpersonnelle, développement personnel, tous ces éléments-là. Donc votre CPF, vraiment, c'est quelque chose d'important à ne surtout pas négliger. Et vraiment, à minima, allez consulter le montant dont vous disposez et regardez un peu quelles sont les offres de formation. D'accord ? Vous pouvez vous servir de ce que vous avez, par exemple, de l'échange que vous avez chaque année avec votre manager si vous avez des entretiens annuels, ce qui normalement est plutôt préconisé, et de se dire, tiens, telle compétence, moi j'aimerais travailler là-dessus, servez-vous de ça. Si vous êtes aujourd'hui inscrit à France Travail, c'est aussi de voir avec France Travail sur les compétences ou sur le marché par rapport à votre étude de marché, de quoi vous allez pouvoir avoir besoin en vous disant, là, je me rends compte que sur les différentes offres que je consulte dans mon métier, cette compétence-là, elle n'est pas assez solide pour moi. Qu'est-ce que je peux faire par le biais de la formation pour avancer ? Donc ça, c'est le CPF. Autre option, vous avez aussi, autre possibilité, c'est la validation des acquis d'expérience. Tout à l'heure, j'ai fait référence à la partie diplôme. De par votre expérience, vous n'avez peut-être pas aujourd'hui un bac+5 sur le marché, qui est accessible, mais vous voyez là encore que c'est souvent préconisé, en tout cas demandé dans le cadre des offres et que les recruteurs y sont attachés. Comment, par le biais de la validation des acquis d'expérience, vous pouvez obtenir un Master 2. Donc là, vous ne partez pas sur les bancs de l'école, mais par contre, par le biais d'un dossier, alors c'est du travail, c'est un travail assez conséquent, et vous êtes accompagné d'ailleurs pour faire ce travail par des structures qui vous accompagnent sur le montage de votre dossier pour pouvoir justement obtenir l'équivalence, la validation de par votre expérience de cette formation. Donc, je parle d'un bac+5, mais ce n'est pas forcément que ça, on peut y aller par étapes. On peut se dire, moi aujourd'hui, je suis autodidacte, ou moi j'ai commencé mon parcours avec un bac, ou un brevet professionnel, ça peut arriver, et pour autant, j'étais cadre. On ne va pas commencer tout de suite par une validation des acquis d'expérience pour un bac+5. On pourrait commencer par un bac+2, 3, et aller un peu plus loin et construire. Voilà. Et tout ça, pour faire ça, mettre ça en place, vous pouvez t'accompagner, là encore, par le conseiller en évolution professionnelle. Merci beaucoup Valérie. Et alors un sujet qui vient s'inscrire aussi dans le sujet de la formation, qui est le bilan de compétences. Qui est revenu quelques fois dans le chat. Dans quel cas faire un bilan de compétences ? À quel moment ? Est-ce qu'en tant que senior, je peux faire un bilan de compétences ? Tout à fait. Est-ce que Laura, tu veux que je te laisse répondre pour qu'on puisse partager un peu ? Non, juste, je te sens bien. Je suis partie. Alors oui, bilan de compétences, c'est un dispositif, un outil qui peut être très utile. Alors, j'ai envie de dire, quel que soit l'âge que l'on a et quelle que soit l'étape de son parcours professionnel. On peut très bien faire un bilan de compétences à 25, 30 ans, 45, 50 ou même 55 ans. Le bilan de compétences, c'est prendre un temps dédié à mise en lumière, je dirais, un peu mise à plat de ce qu'on a fait, faire un peu un regard en arrière sur qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ça a été quoi mon parcours professionnel ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai mis en œuvre ? Qu'est-ce que j'ai acquis ? Qu'est-ce que j'ai développé comme compétences ? Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Quelles sont les valeurs professionnelles qui sont les miennes aussi ? C'est vraiment un temps qu'on se dédie à soi en tant que professionnel. C'est hyper intéressant et c'est hyper important. Ça peut être très important pour pouvoir envisager la suite. Tout à l'heure, j'ai évoqué la construction de son projet professionnel. Pour savoir vers quoi ou vers où j'ai envie d'aller, c'est important de savoir d'où je pars. Et le bilan peut vraiment vous permettre cela. Donc, ce n'est pas un apporteur de réponses toutes faites, attention. Ce n'est pas un distributeur de solutions qui vous dira à l'issue du bilan, ok, super, demain, vous serez artisan boulanger ou vous allez travailler dans le secteur de l'aéronautique. Mais par contre, vous serez au clair, vous aurez géré l'ensemble des cartes qui sont sur la table, qui vous concernent et avec lesquelles vous avez envie de poursuivre. C'est une première étape, mais qui est hyper importante. Donc, il y a vraiment, franchement, il n'y a pas d'âge. Il nous arrive très fréquemment de préconiser un bilan de compétences à des cadres parce que il faut prendre le temps. Ça fait partie, je dirais, un peu potentiellement de la reconstruction. Tout à l'heure, on a parlé du deuil de l'emploi précédent. Ça peut être bien d'avoir cette sorte de sas et de se dire, profitons de ce temps pour réfléchir, prendre le temps de dire, j'ai quoi en main ? Parce que si on se précipite, et comme, surtout quand on est expérimenté, on a un peu perdu peut-être la capacité à exprimer, en tout cas, les compétences qui sont les nôtres, le bilan de compétences peut être très utile. Alors, le bilan de compétences, contrairement au conseil en évolution professionnelle, lui, n'est pas gratuit, puisque on est quand même sur un niveau d'accompagnement plus conséquent. Mais par contre, votre CPF peut financer ce bilan de compétences. Voilà. Et vous y avez accès aussi toujours par moncompteformation.gouv. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oh, je crois. On va voir dans le chat s'il y a d'autres questions sur le bilan de compétences, mais non, ça paraît déjà une bonne réponse bien complète. J'étais en train de regarder, de compléter parce que ça a été très très riche pendant dans le chat pendant que tu parlais, donc j'essaie de rassembler des questions. Il y a des questions qui reviennent sur le fait de personnes qui ont travaillé durant de nombreuses années, 30 ans, 40 ans dans la même entreprise, sur le même poste, et qui demandent comment faire valoir leur expérience dans un autre établissement, dans une autre entreprise. Comment valoriser son expérience en fait. En étant sur une expérience dans une même entreprise. Alors, il y a plusieurs possibilités. Dans une même entreprise, on peut avoir occupé des postes variés. C'est-à-dire qu'on peut être resté 40 ans, vous arrivez vraiment sur la toute dernière partie de votre carrière, mais si vous êtes resté 30 ans dans la même entreprise, il se peut quand même que vous ayez eu des changements de poste, des changements d'organisation. Donc, pour peut-être contrecarrer, je dirais, les arguments qui seraient de se dire, bah oui, mais du coup, vous n'avez jamais changé, donc est-ce que vous êtes vraiment adaptable je pense pouvoir dire qu'invariablement, les organisations, elles ont changé, elles ont évolué au fil de chacune des décennies, et que ne serait-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez argumenter en disant, vous avez accompagné l'entreprise dans ces transformations, dans ces changements, vous avez appris de nouvelles choses, des nouveaux outils. Donc, même si vous êtes resté sur un même poste, vous avez avancé, évolué, développé des compétences en accompagnant les changements de l'entreprise. Donc, c'est des choses que vous pouvez, je pense, essayer de mettre en lumière. Ça n'empêche qu'il est quand même nécessaire de faire cet état des lieux, je dirais, des compétences. Alors, je ne parle pas de bilan de compétences, là, je parle vraiment d'état des lieux. Et là, je reviens sur le conseiller en évolution professionnelle. Il va vous permettre de faire ce travail-là, de premier niveau, mais de faire ce travail de mise à plat. Se dire, OK, justement, j'étais dans une sorte, pas un rouleau compresseur, mais j'ai enchaîné mon poste, mes postes dans la même entreprise. Je n'ai pas forcément eu la nécessité de me poser de questions. Donc, à un moment ou un autre, je vais prendre le temps de quand même mettre ses compétences à plat. Et c'est pas parce qu'on est resté. C'est plutôt. Ça peut être valorisant, c'est de dire, je suis quelqu'un d'engagé, je suis quelqu'un de fidèle. Et j'ai surtout accompagné l'entreprise et ses transformations et ses changements. Et ça a de la valeur aussi. Donc, et puis, du coup, vous avez une expérience de variété de situations, de problématiques qui peuvent être aussi très importantes et intéressantes à mettre en lumière. Tout à fait. Je vois que Stéphanie, dans le chat, parle des expériences et compétences acquises dans l'engagement en bénévolat. Tout à fait. Effectivement, ce sont aussi des expériences à mettre en avant, et d'autant plus dans le cadre d'une recherche d'emploi pour un senior, où vous avez des savoir-être aussi qui ont été développés en parallèle. Donc, n'hésitez pas à le mettre, à le faire apparaître. Vos compétences, ça ne se développe pas uniquement dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, toutes vos activités associatives, bénévoles et autres sont aussi de la matière pour donner à voir ce que vous savez faire, ce que vous êtes. Parce que quand on est intégré dans une association et qu'on est très actif, c'est vrai qu'on est amené à faire pas mal de choses. Et je vous dis, les compétences, ça ne s'arrête pas à un contrat de travail. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait valorisantes. Autre élément qui peut être intéressant aussi quand on est sur un profil senior, j'ai parlé de transférabilité, de formation, ce genre de choses. Vous pouvez, tout en restant salarié, parce que l'idée, si vous êtes en poste, l'idée, c'est pas forcément de quitter votre entreprise, mais vous pouvez avoir des aspirations justement à transmettre différemment. C'est pas toujours faisable dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais vous pouvez aussi faire des interventions à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une activité professionnelle et en parallèle faire des interventions dans le cadre d'écoles, d'organismes de formation, faire de l'intervention sur un jour ou deux, alors à titre soit rémunéré dans le cadre de prestations qui sont facturées, mais ça peut être aussi, là aussi, à titre dans des associations de transfert de compétences. Ce sont des choses qui existent aussi. Donc, vous pouvez aussi vous dire comment je me nourris, moi, aujourd'hui, en tant que senior, sur cette prochaine partie de carrière, sur la dernière, où j'ai envie de me faire plaisir. Et la transmission, la formation sont des éléments qui reviennent assez fréquemment et que vous pouvez vraiment alimenter, en tout cas satisfaire, tout en étant toujours salarié. Il ne faut pas se limiter. Tout à fait. Et j'ai une personne dans le chat qui complète et qui pose la question, savoir si une VAE est envisageable pour faire valoir les compétences acquises par le biais du bénévolat. Bien sûr. Ça va venir nourrir. Voilà, si vous avez passé 20 ans dans une association, à la tête d'une association en tant que bénévole, peut-être que, et sûrement que vous avez développé des compétences que vous auriez intérêt à mettre en avant dans le cadre d'une reconversion ou d'une évolution professionnelle. Bon, il y a beaucoup de choses, alors on ne va pas pouvoir... il nous reste 5 minutes, effectivement. Est-ce qu'il y a...
Qu'est-ce qu'on a? On a eu pas mal de choses pendant le chat sur les différentes formes d'emploi, donc des questions sur le portage salarial auxquelles j'ai essayé de répondre au fil de l'eau, sur le fait de se mettre indépendant, etc. Donc peut-être un petit mot sur les différentes formes d'emploi qui concernent pas mal les seniors en plus. Tout à fait, effectivement, puisqu'on a clairement vu que sur un profil senior, ces formes alternatives d'emploi sont souvent les bons leviers pour pouvoir se remettre ou maintenir son activité professionnelle. Elles sont variées, finalement, on a la possibilité de faire beaucoup de choses et puis ça peut être des étapes. Pareil, on peut se dire, bah tiens, je vais faire du portage salarial parce que j'ai trouvé une structure qui avait un besoin particulier, que je voulais sécuriser mon statut de salarié, donc le portage est une option intéressante. Et pour autant, l'entreprise dans laquelle j'ai pu faire quelques missions, finalement, a un besoin plus récurrent. Et puis, ça va se transformer en contrat à durée déterminée, peut-être CDI. Enfin, c'est tout à fait envisageable. Donc, en tout cas, c'est vraiment de vous ouvrir à ça. Donc, déjà, pour vous ouvrir, c'est de bien les connaître. Donc, moi, vraiment, ce que je vous préconise, je ne sais pas si on a un lien, Laurane, sur les ateliers pour les formes alternatives d'emploi. Voilà, ça, c'est un webinaire. Je l'ai mis plus haut dans le chat, mais je pense qu'il va falloir que je recondense toutes mes réponses pour que vous les ayez d'un seul trait. Ouais. Ouais. Donc vraiment, ce webinaire sur les formes alternatives d'emploi, il est assez concentré, assez court, mais il reprend l'ensemble des options possibles de tout ce qui existe. C'est intéressant de les avoir en tête parce que ça vous permet de vous dire, bah, tiens, ça me correspond, ça me paraît réalisable, et du coup, c'est aussi des choses que vous pouvez proposer même à des recruteurs ou des entreprises en disant, bah, ok, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un besoin, je dirais, de manière pérenne sur un CDI, mais moi, ce que je vous apporte en tant que cadre expérimenté, senior, ça va être, du coup, on peut peut-être partir sur une mission, je dirais, de collaboration de, je sais pas, quelques mois ou quelques semaines pour vous accompagner dans cette transition, le management de transition sur des choses comme l'accompagnement à une transformation, je sais pas, d'un outil, d'un changement d'organisation. Et finalement, le point de départ, ça pouvait être un CDI. Et puis, peut-être que l'entreprise, si vous lui faites une proposition en disant, moi, si vous voulez, je vous accompagne, on se dit qu'on part sur 6 mois, et puis finalement, on fait ça sous d'autres modalités, ça peut peut-être être une opportunité intéressante. Donc, je rebascule sur cette notion de réseau. C'est-à-dire que le réseau va vous permettre, par le biais de la rencontre, finalement, de faire des propositions beaucoup plus pertinentes, parce qu'il y a une première notion d'échange, contrairement à une annonce, une offre et un CV. Vous voyez ? Donc, de par votre réseau, c'est en ça aussi que ces formes alternatives, elles peuvent être intéressantes. C'est de rencontrer des entreprises, des recruteurs, et vous, toujours sur cette posture d'apporteur de service, dire, voilà, moi aujourd'hui, voilà ce que je peux vous apporter. Après, les modalités contractuelles, on va trouver, il y a plein de possibilités en France, on va trouver les modalités qui correspondent à chacune des parties, donc vous et moi. Et là encore, à partir du moment où vous maîtrisez, les différentes formes alternatives d'emploi, vous pouvez vous dire ce qui vous correspond à vous et ce que vous pouvez proposer à votre interlocuteur. Et pour compléter, c'est souvent des sujets qu'on vient travailler en rendez-vous individuel selon les cas, les situations. Qu'est-ce qui est le plus adapté à votre région, à votre typologie de métier, à votre clientèle, entre guillemets, si on parle d'indépendants, etc. Donc ça peut être des sujets que vous aborderiez en individuel lors des rendez-vous CEP. Est-ce qu'il reste une dernière petite question ? Oui, alors il y a des questions. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Dans tous les cas, si je peux me permettre, je pense qu'il y a pas mal de réponses à certaines questions sur le site apec.fr, donc je vous invite à y aller pour aller explorer un petit peu et prendre de la data et de l'information. Et puis sinon, rendez-vous individuel parce qu'il y a beaucoup de questions et malheureusement, pas répondre à tout. Sur les webinaires, effectivement, là, on a fait beaucoup de déroulants descendants, mais pour travailler sur votre situation personnelle individuelle, c'est aussi cette présentation qu'on a faite sur ce conseil en évolution professionnelle. N'hésitez pas à nous solliciter. Si vous êtes cadre, l'APEC, mais comme vous l'avez vu, il y a tous les autres acteurs en fonction de votre situation. Vraiment, mobiliser ce conseil en évolution professionnelle. Il est accessible pour tous et pour tout le monde, vraiment à titre gratuit. Pour ce qui concerne, je fais un petit lien, mais pareil, pour suivre l'actualité, voir ce qui peut se passer en termes de marché de l'emploi selon vos régions. Vous avez aussi, si vous êtes sur LinkedIn, ce que je vous engage, j'espère, à faire, parce qu'on n'a pas de réseau, n'hésitez pas à suivre sur les pages APEC de vos régions. Pour ce qui nous concerne, Laurane et moi sommes en Nouvelle-Aquitaine, donc vous avez une page APEC Nouvelle-Aquitaine. Ça vous permet d'avoir une visibilité sur les événements, sur le marché de l'emploi, sur le territoire qui est le vôtre. D'accord ? Donc, inscrivez-vous, suivez les pages APEC de votre région ou de votre région cible, peut-être, parce que vous pouvez très bien être sur une région puis avoir envie de bouger ailleurs, donc c'est tout à fait possible. Franchement, les pages LinkedIn
APEC régionales sont pleines de ressources, d'informations, d'événements emploi, d'offres aussi dans certains cas, pas toutes bien évidemment, elles sont toutes sur le site apec.fr, mais vous avez quelques relais parfois. Vous avez la découverte de certaines entreprises, donc voilà. Allez chercher de l'information, soyez curieux et LinkedIn va vous apporter beaucoup de choses. Et voilà. Nous arrivons, il est déjà 9h59, l'heure passe vite. J'espère que Elorane et moi-même vous avons apporté un éclairage utile dans votre réflexion, en tout cas dans votre situation aujourd'hui. Et puis surtout, n'hésitez pas, ce conseil de révolution professionnelle, il est fait pour vous tous. Donc prenez rendez-vous si vous voulez aller bien plus loin dans l'analyse et la réflexion de votre situation personnelle. Merci beaucoup à vous tous. Pour votre dynamisme et vos réactions qui ont été très riches et très intéressantes. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.